Du coup, salut à vous les juristes de YouTube, et on se retrouve pour une nouvelle capsule, cette fois-ci toujours, comme toujours, sur la deuxième partie du projet de loi de finances, puisque précédemment on avait vu les questions relatives à la prévention et à l'accès aux soins, ainsi que le soutien aux familles, et là je vous propose maintenant qu'on aborde le volet concernant les aides en faveur des personnes âgées, des personnes handicapées, mais aussi, et là, ça va tous nous hérisser les poils du cul, gauchistes que nous sommes, la lutte contre la fraude sociale. Oui, bon, Fabien Roussel serait content, mais bon, ça, je veux dire, parfois, je veux dire, on peut se poser des questions où Fabien Roussel a des demi-molles, mais bon, passons. Alors, donc, pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, on a du coup, donc, comme je vous l'ai dit, donc, des mesures concernant les personnes âgées et handicapées. Et du coup, afin de soutenir la branche autonomie donc de la sécurité sociale, l'objectif global de dépenses pour la prise en charge des personnes âgées et handicapées, pardon, excusez-moi, c'est la digestion, donc doit progresser donc, pour atteindre 30 milliards d'euros pour l'année 2023. Alors, donc je vais juste faire apparaître le petit... Non, ce n'est pas le bon, je fais nawak. Ouais, écoutez, c'est les petites boulettes, j'ai la tête dans le cul, donc veuillez m'excuser les juristes de YouTube et les juristes de Twitch, oui, parce que j'ai inversé les deux fenêtres, j'ai fait n'importe quoi. Bon, du coup, donc pour ce qui est des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, donc les fameux EHPAD, donc ils vont bénéficier donc de 3000 aides-soignants et infirmiers supplémentaires en 2023. Il était temps, reste à voir si 3000 c'est suffisant, faudrait peut-être entendre un petit peu ce qu'en pensent les professionnels du secteur. Et aussi peut-être les usagers, pourquoi pas. Et du coup, d'ici 2027, donc 50 000 postes doivent être créés dans ces établissements. D'accord, donc là on arrive à un montant un petit peu plus intéressant. Mais bon, de 2027 quoi. Donc ensuite, afin que les maisons de retraite puissent compenser donc l'impact de l'inflation donc sur leurs charges non salariales, 400 millions, 440 millions d'euros de crédits supplémentaires donc sont budgétés. Donc en gros, il va y avoir 440 millions d'euros qui vont être versés aux maisons de retraite. Donc comment on appelle ça, pour faire peser, pour, si je puis dire, couvrir la hausse des prix qui impacte aussi les maisons des retraites. Et le but c'est pas à cause d'une hausse des salaires. Non, 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 c'est à cause du coût de la vie. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais. Et les maisons, donc les maisons de retraite auront également accès donc au bouclier tarifaire, donc énergétique, donc comme les particuliers. Ok. Et pour répondre à l'attente des personnes âgées, donc de vieillir chez elles le plus longtemps possible, il va y avoir du coup 4000 places supplémentaires donc, qui seront créées donc, dans les services d'aide à domicile en 2023. Et il va y avoir une réforme de la tarification des services de soins infirmiers à domicile donc, qui va être poursuivie. Et du coup, afin de lutter contre l'isolement, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, donc APA, donc auront le droit, donc à partir du 1er janvier 2024, à 2 heures supplémentaires par semaine dédiées à l'accompagnement et au lien social. Alors, donc, juste petit aparté donc, sur l'APA. Donc sur l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc elle est destinée donc aux personnes âgées de 60 ans et plus, donc en perte d'autonomie et qui ont besoin d'aide pour accomplir les actes de la vie courante ou c'est même réservé aussi aux personnes dont l'état de santé nécessite une surveillance constante. Et l'APA, donc elle se décline elle a deux formes. Donc soit elle est à domicile,
et elle aide justement donc les personnes à payer en partie ou en totalité les dépenses qui permettent de rester à son domicile malgré la perte d'autonomie. Donc ça peut être des prestations d'aide à domicile en emploi direct ou avec un service d'aide à domicile, ça peut être aussi du matériel, donc que ce soit l'installation de la téléassistance, des barres d'appui ou même des fournitures pour l'hygiène, du portage de repas, des travaux d'aménagement du logement, un accueil temporaire à la journée ou avec hébergement, voire même les dépenses de transport, enfin pris ou alors la prise en compte des dépenses de transport. Et aussi les services rendus par un accueillant familial. Ça c'est pour le volet à domicile, et après vous avez un volet de l'APA en établissement, donc qui aide à payer une partie du tarif dépendance de l'établissement médico-social qui héberge la personne. Alors soit en EHPAD, donc en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, soit en unité de soins de longue durée. Voilà. Après, donc là, je vois qu'il y a des messages sur le chat Twitch. Je vous lis après. Là, je termine la capsule. Et je prendrai en compte vos différentes remarques, que je ne vous oublie pas. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, il y a un dispositif qui s'appelle MaPrimeAdapt. Putain, c'est non. Qui sera déployé pour aider les personnes âgées en perte progressive d'autonomie à adapter leur logement. Donc, par exemple, pour éviter les chutes. Bon, ben, pour éviter de vous casser le cul, il y a MaPrimeAdapt. Voilà. Je dis ça sur le ton du troll parce que, bon, malheureusement, c'est dramatique. Les incidents domestiques pour des personnes âgées qui malheureusement bon ben ont des os des articulations fragiles, des os fragiles et malheureusement bon ben une chute est si vite arrivée parce que la personne malheureusement bon ben elle a plus toutes ses facultés, et c'est comme ça ben que malheureusement ben, nos anciens ben, peuvent soit se faire de blessures très très graves, soit ben dans le pire des cas ben, malheureusement ça peut conduire à des décès malheureusement. Donc bon, mais je veux dire MaPrimeAdapt, bon si on pouvait au lieu de passer par des primes à la con, je veux dire mettre le paquet mais bref. Encore une fois, je vais m'énerver, on va se calmer. On va se calmer et comme dirait l'autre, ça va bien se passer. Mais oui, c'est clair. Voilà. Bon. Du coup, vous vous dites, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Eh ben, il y a une prise en compte de l'affaire Orpea. Parce que oui, à la suite de l'affaire Orpea, les EHPAD seront mieux contrôlés avec l'édiction de nouvelles règles de transparence et de régulation financière. Et en 2022, un plan de contrôle de 7500 EHPAD a déjà été lancé et des mesures réglementaires ont été prises. Super, trop bien. Bon, alors, quand même, il aura fallu attendre un petit scandale au sein des EHPAD où on maltraite nos vieux pour que le gouvernement se réveille. Voilà, c'est toujours après que ça se réveille, c'est lorsque la merde est récurrée et qu'on la met devant le gouvernement que le gouvernement se bouge. Bref, ne pas s'énerver, hein? Voilà. Alors, sur le champ du handicap, donc le projet de loi de financement de la sécurité sociale donc encourage la transformation des établissements médico-sociaux et il promeut donc les démarches inclusives. Bon, c'est la seule information qu'on a, donc je vous rappelle les différentes informations, je les tire de viepublique.fr. Voilà. Donc parce que si je commence à partir directement sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, vous voyez ces yeux, ben je vais les crever. Si je commence à lire le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y a de quoi se crever les yeux, quoi. Je veux dire, de toute façon, c'est toujours des textes qui sont imbitables. Je veux dire, enfin, sauf à ce qu'on soit un spécialiste, un spécialiste de la matière, c'est-à-dire un spécialiste en droit social, etc., ou même un spécialiste, que ce soit en projet de loi de finances ou en projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Je veux dire, en général, on s'appuie quand même sur les travaux parlementaires pour comprendre un peu ce qui se passe, parce que les lois, mais même les lois de manière générale, je veux dire, parfois lire une loi en tant que telle, on n'y bite rien. Mais bon, passons. Bon, on a fait le premier volet, donc sur personnes âgées et handicapées. Maintenant, je vous propose qu'on passe au plus croustillant, hein, au plus croustillant, la lutte contre la fraude sociale. Est-ce que vous êtes prêts? Le projet de loi de financement de la sécurité sociale contient plusieurs mesures pour lutter contre la fraude sociale, avec pour objectif d'augmenter de 10% la détection des fraudes et recouvrer 500 millions d'euros d'ici 2024. Bon, alors, on va quand même balancer quelques informations. Je vous rappelle que, la fraude fiscale, donc selon un rapport sénatorial que je vais vous transmettre ici, c'est 30, voire même 36 milliards d'euros, le coût minimum pour l'État, l'évasion fiscale. Et en plus, l'évaluation, elle ne comprenait pas toute une série de risques. Et du coup, potentiellement, l'évasion fiscale, c'est 50 milliards. Alors, on va quand même être un minimum gentil avec le gouvernement, puisque en 2021, apparemment, selon le gouvernement, il y a 10 milliards d'euros qui ont été encaissés au titre des contrôles fiscaux. Eh ben, moi je dis, vous voulez faire chier les gens pour récolter 500 millions d'euros, je n'ai qu'un mot. C'est honteux, c'est honteux. Voilà, parce que au bout d'un moment, alors je dis pas certes la fraude sociale, c'est certes peut-être pas bien, mais il y a des gens qui font peut-être de la fraude sociale, peut-être par survie, et aussi peut-être un moyen efficace de lutter contre la fraude sociale, ce serait peut-être tout simplement de mettre le revenu inconditionnel, je sais pas, peut-être, au lieu de se faire chier à faire la chasse aux gens et essayer de les amener devant les administrations pour essayer de les contraindre à dire montrez à quel point vous êtes pauvre, montrez à quel point vous méritez d'avoir 500 balles de RSA. Voilà, montrez à quel point vous êtes dans la merde, montrez à quel point vous justifiez que vous êtes un pauvre. Voilà. Et franchement, c'est insupportable. C'est insupportable. Et là, allez, on va chercher l'argent auprès des pauvres. Voilà. Bon, après, je dis pas, il y a peut-être dans l'eau des espèces de cochons. Des cochons qui méritent pas, qui méritent pas certaines aides et qui fraudent. Mais alors, certes, c'est pas bien, mais est-ce que ces personnes sont plus préjudiciables que les évadés fiscaux? Quand on voit les chiffres, quand on compare, merde, je veux dire, au bout d'un moment, je veux dire, il y a de quoi se taper la tête contre les murs, je veux dire, à faire la chasse aux pauvres qui essaient de gratter un petit peu, tu vois, pour survivre. Mais bon. Bref, ne pas s'énerver. Bon. Mais après, encore une fois, je dis pas que la fraude sociale, c'est youpi aura. Dans la fraude sociale, il y a de tout. Il n'y a pas que des personnes qui prennent de l'argent et qui ne le méritent pas. Il y a aussi des personnes qui essaient de survivre. Voilà. Et peut-être que potentiellement, il y avait des personnes qui essayaient de survivre lorsqu'elles ne bénéficiaient pas de l'allocation adulte handicapé. Il y a des personnes qui se faisaient ken, si je puis dire, à cause de l'absence de déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Voilà. Et il a fallu attendre un petit temps avant pour que l'on change les choses et que justement, on arrête de considérer ça comme une forme de fraude sociale. Voilà. Donc, bref. Je suis désolé, mais c'est pénible de voir ça. Bon, on va poursuivre, parce que c'était un peu le petit coup de gueule. Les contrôleurs des caisses de sécurité sociale disposeront de prérogatives de cyber-enquête. C'est génial, on va pouvoir vous fliquer sur le net. C'est génial.
Ensuite, il va y avoir un déconventionnement d'urgence qui sera étendu à toutes les professions de santé en cas de fraude majeure. Alors je rappelle, donc juste pour information, la procédure de déconventionnement, donc elle est mise en œuvre par les organismes d'assurance maladie à l'encontre de tout professionnel de santé qui ont commis une violation des engagements qui sont prévus par la convention qui est conclue entre l'organisme d'assurance maladie et les professionnels de santé. Et ce, lorsque les violations sont particulièrement graves, ou lorsque le professionnel de santé a engendré, ou lorsque la violation de la convention a engendré un préjudice financier pour l'organisme. Donc en gros, si on a des professionnels de santé qui fraudent, eh ben, la convention qui est conclue entre le professionnel de santé et l'organisme d'assurance maladie, et les organismes d'assurance maladie, eh ben, elle est rompue. Voilà. Et du coup, en fait, ouais, il y a une suspension de la convention avec l'assurance maladie et le professionnel de santé. Voilà. C'est ça, grosso modo, le déconventionnement d'urgence. Et du coup, là, il est étendu. Voilà. Après, donc, les échanges d'informations seront renforcés pour mieux lutter contre le travail informel. Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une téléconsultation par un autre médecin que le médecin traitant ou un médecin vu au cours des 12 derniers mois ne seront remboursés que dans certaines conditions limitatives afin de limiter les abus. Ah, des joyeusetés. Voilà, des joyeusetés. C'est super. Bon. Voilà, donc du coup, là, je vais m'adresser aux juristes du YouTube. Donc, vous m'excuserez un peu pour le coup de gueule. Encore une fois, je peux comprendre un minimum le fait que... Alors certes, on est dans l'illégalité quand on fait de la fraude sociale. Oui, certes. Et moralement, c'est pas ouf. Mais encore une fois, sachez qu'il y a des gens qui font ça par survie. Et que ce serait tellement plus simple si on avait un revenu inconditionnel. Ce serait une manière toute bête de lutter contre la fraude sociale. Voilà. Puisque si vous mettez en place un revenu inconditionnel, eh ben, il n'y a plus de fraude sociale. Puisque de toute façon, ça vient directement dans votre poche et on n'est pas là à vous fliquer pour savoir si vous le méritez ou pas. Voilà. Et aussi pour ne pas, si je puis dire, trop impacter les salariés et qui est en quelque sorte une inégalité, puisqu'il y aurait des personnes qui ne qui ne travailleraient pas, mais qui bénéficieraient d'un revenu pour vivre décemment, et de l'autre côté, des personnes qui travaillent, et qui, normalement, il faudrait qu'elles gagnent quand même plus. Eh ben, on se démerde pour mettre les moyens sur la table pour que tout le monde vive dignement. C'est-à-dire que ce soit du côté salarié, que du côté... je dis salarié, mais ça vaut pour les différentes professions, mais que ce soit travailleurs, si je puis dire, travailleurs, et personnes qui bénéficient des minima sociaux, le temps de se remettre du marché du travail, parce qu'il y a des personnes qui sont broyées par le marché du travail et du coup qui ont besoin de récupérer, soit des personnes qui sont dans une démarche de trouver un nouveau travail. Voilà. Du coup, respectons le rythme de chacun. Mais bon, malheureusement, c'est pas au rendez-vous. Voilà. Bon, certains diront que je suis idéaliste, etc. Mais bon, encore une fois, c'est mon avis. Et vous savez, un avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Voilà. Bon. Sur ce, j'espère que le sujet vous a intéressé, et notamment vous pourrez me dire aussi ce que vous pensez des différentes mesures concernant les aides pour les personnes âgées et les personnes handicapées, et surtout qu'on a vu disons que le gouvernement qui en profite un peu à la dernière minute pour tenir compte des conséquences de l'affaire Orpea. Voilà, c'est quand même fort de café. Bon. Je crois que j'ai tout dit. Sur ce, je vous laisse les juristes de YouTube. C'était Matt DEH sur Vulgaire Droit. A plus les juristes.